Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1 ou radiograndlac.com, à votre émission Place aux associations. En ce mardi 28 février, je suis ravi de recevoir deux belles associations, très différentes l'une de l'autre, mais avec un point commun, être tournées vers les autres. Mon premier invité n'est autre que le délégué départemental de la plus ancienne association caritative au monde, très secrète, peu connue du grand public, avec un objectif, de faire plus, mais surtout mieux. Merci Aubin Curtou d'avoir posé même un RTT pour venir nous présenter l'Ordre de Malte. Bonjour Aubin. Bonjour. Mes seconds invités représentent une association locale, plus jeune, très connue et reconnue sur le territoire Grand Lac. Merci Christian Burnet, président de l'association, et merci Alexandra Lubrani, directrice, d'être présente dans notre studio pour nous parler de votre association, la Ribambelle, basée au Moncel et sur Aix-les-Bains. Bonjour Christian. Bonjour. Et bonjour Alexandra. Bonjour. Eh bien donc, vous êtes, donc comme on a dit, sur Radio Grand Lac. Et avant de rentrer, disons, donc, dans le vif du sujet, comme à mon habitude, je vais donc passer la parole à notre chroniqueuse, à notre marraine de l'émission, Jeanne Nègre, qui va aujourd'hui donc nous parler de la collégiale. Eh bien, je vais te passer la parole, Jeanne, pour que tu nous dises quelques mots. C'est en fait la deuxième fois, mais là, on va rentrer dans le vif du sujet sur la collégiale hein, et la gouvernance. Hein. Voilà. À toi, Jeanne. Bonjour. Alors, c'est vrai que la dernière fois que je suis venue, on a parlé de la gouvernance. On avait commencé à mettre des mots derrière ce terme et on avait notamment expliqué que le fonctionnement et la question du fonctionnement de l'association se pose aujourd'hui, notamment pour les associations, lorsqu'il y a le départ d'un président historique et qu'il est difficile de le remplacer, ou alors pour des collectifs plus jeunes qui se posent la question de faire différemment. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme organisation, qu'est-ce que nous permet la loi 1901, et effectivement, dans ces formes d'organisation qui peuvent être multiples, la question de la collégialité. Alors, d'abord, quand on se pose la question de faire évoluer son fonctionnement, la première chose à regarder, ça va être les statuts de l'association. C'est la loi interne de l'association qui va définir comment on a le droit de fonctionner. Mais heureusement, ces statuts, ils ne sont pas figés dans le marbre et on peut les faire évoluer. Donc même si on a un fonctionnement qui est écrit aujourd'hui, rien ne nous interdit de le faire bouger. Après, il faut quand même regarder aussi du côté de la loi 1901 pour voir ce qu'elle nous permet. Souvent, on a un peu l'idée reçue qu'elle nous décrit un fonctionnement type, ce qui n'est pas le cas. La loi 1901, c'est une loi de liberté et pas d'organisation qui nous dit finalement pas grand-chose sur comment on va pouvoir structurer l'organisation. La contrainte qu'on peut avoir, par exemple, c'est si on est une association sportive, où on peut dépendre d'une fédération qui va nous imposer un cadre, ou une autre association qui dépend d'une structuration fédérale et qui peut se voir des statuts imposés ou un fonctionnement type, ou lorsqu'on a des agréments, on a moins de marge de manœuvre. Quand on n'est pas forcément dans ces cas-là, finalement, on peut fonctionner un peu comme on veut, et c'est à l'association de voir quel est son besoin et comment elle veut s'organiser. La seule contrainte et la seule chose que nous dit la loi 1901, c'est on a au moins un représentant légal, c'est la contrainte, et c'est au moins 2 personnes, l'association. À partir de là, on peut imaginer pas mal de fonctionnements différents. Alors, avant d'aller sur la collégialité, parce que c'est, je dirais, peut-être un peu à la mode aujourd'hui, c'est pas le seul fonctionnement. Aujourd'hui, on a une prédominance du fonctionnement classique dans les associations, avec des adhérents qui se retrouvent lors d'une assemblée générale, qui vont élire un conseil d'administration, un bureau, et puis le triptyque bien connu, président, secrétaire, trésorier. C'est un fonctionnement qui peut bien fonctionner, mais qu'on n'est pas obligé d'adopter. Avant d'aller se questionner sur la collégialité, il y a aussi souvent, et nous, c'est la façon dont on fait travailler les associations, c'est comment sont réparties les tâches. Parce que souvent, le problème qui se pose, ça peut être le départ d'un président ou une surcharge de travail qui repose sur quelques personnes. Donc, c'est de voir
parmi toutes les tâches qu'il y a à faire, prendre le temps en fait de les recenser, parce qu'on le fait pas toujours, mettre en face le degré de responsabilité, d'autonomie, et voir finalement qui peut faire quoi. Ça, c'est la première chose. Derrière, les fonctions aussi qu'on va donner, c'est qu'elles aient du sens pour l'association. On voit beaucoup de trésoriers adjoints, par exemple, dans des statuts, et puis finalement, ils font pas grand-chose. Alors, pas parce qu'ils veulent rien faire, mais parce qu'on n'a peut-être pas bien défini qu'est-ce qui fait ce trésorier adjoint. Et on peut avoir des fonctions qui vont avoir un intérêt pour l'association, quelqu'un qui va être chargé de la représentation, de la communication, ou d'autres fonctions qui sont importantes pour l'association. Et après, effectivement, ça peut être la question de la collégialité. Aujourd'hui, ça va être des fois des collectifs de jeunes qui ont un peu une image peut-être pas très positive du fonctionnement classique que j'évoquais tout à l'heure, qui peut paraître pyramidal, même s'il l'est pas forcément, et qui vont avoir envie de plus d'horizontalité. Donc la collégialité, elle peut se poser à tout un conseil d'administration ou alors à une coprésidence. Donc si c'est tout un conseil d'administration, ça veut dire que tout le monde est représentant légal, et si c'est sur une coprésidence, c'est 1, 2 ou 3 personnes par exemple qui peuvent l'être. Ça peut avoir un intérêt, la collégialité, pour partager davantage les responsabilités, que ça soit moins aussi personnifié via une personne qui est le président, et ça peut des fois rassurer pour prendre des responsabilités. Mais c'est à bien travailler, parce que ça doit pas avoir pour effet finalement de diluer les responsabilités et qu'on sache pas très bien qui fait quoi, à la fois en interne et aussi en externe, parce que les partenaires, les institutions ont aussi besoin de bien comprendre qui fait quoi. Et après, en termes d'organisation, au-delà de la collégialité, on peut imaginer plein de choses. Je le disais la dernière fois, tout dépend des objectifs qu'on va se donner. Est-ce que on veut, par exemple, changer les choses par rapport aux personnes qu'on va appeler des consommateurs dans l'association? Est-ce qu'on veut qu'ils prennent plus de place, qu'ils participent davantage? Et dans ce cas, est-ce que c'est ça qu'on retravaille, avec pourquoi pas des commissions, des espaces où ces personnes peuvent davantage s'investir? Et c'est peut-être pas la collégialité qui va être la réponse. Donc on peut imaginer plein de choses, et aussi dans ces évolutions de gouvernance, c'est se poser la question du numérique aujourd'hui, alors toujours en fonction du public et voir si c'est adapté, mais c'est un outil qui peut aussi permettre de faciliter l'implication sur des conseils d'administration, certaines instances où des jeunes actifs peuvent pas forcément y participer facilement, et là le numérique peut peut-être être un levier. Voilà, sur la gouvernance, je dirais pour terminer que avant de plaquer un modèle type, que ce soit le modèle classique ou d'autres modèles, l'idée c'est de faire un travail sur les besoins de l'association qui vont répondre à son projet, à ses ressources, et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise gouvernance. En fait, il n'y a pas de recette. La bonne gouvernance, c'est celle qui va permettre de faire bien fonctionner l'association et surtout de donner envie aux autres. Eh bien, Jeanne, merci pour cette chronique. Nous t'attendons pour la prochaine émission, où là aussi, donc, tu nous feras encore une chronique superbe, comme tu as l'habitude de le faire. Merci, Jeanne, encore. Bien, chers auditeurs, nous allons maintenant revenir à nos invités. Et comme à mon habitude, je vais leur demander tout d'abord de bien vouloir se présenter. Eh bien, je vais commencer par toi, Aubin. Alors, qui es-tu? D'où viens-tu? Et pourquoi tu es rentré à l'Ordre de Malte? Alors, bonjour à tous. Donc, pour commencer, je suis ex-ouad natif de naissance. Oui. Bénévole à l'Ordre de Malte, donc depuis bientôt 13 ans. Oui. Responsable départemental depuis 2 ans. J'ai commencé juste après le Covid. Et j'ai la joie d'animer une équipe d'une petite vingtaine de personnes sur la Savoie, sur plusieurs activités en lien aux sans-abri, aux personnes en difficulté, aux personnes âgées, et plein d'autres actions en lien à l'aide à autrui. Voilà. Donc ça, tu vas continuer à nous en parler tout à l'heure. Mais alors, mais pourquoi tu es rentré à l'Ordre de Malte? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette association? Donner du temps aux autres. Oui. Pour moi, c'est servir la personne qui est en face, qui a besoin. Oui. C'est tous ces besoins qui sont importants, de se dire, je suis là pour les autres. Oui. Pour les servir et pour leur donner un peu ce sourire qui manque des fois dans la rue ou dans les zones en difficulté. D'accord. Et comment tu l'as connu, l'Ordre de Malte? Parce que c'est quand même une association, je dirais pas secrète, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand même que peu de gens connaissent vraiment. Et donc, comment toi, tu l'as connu? Par mon prédécesseur. D'accord. Voilà. Il y a 10 ans, il est venu me contacter parce que je fais aussi partie de l'Orchestre d'harmonie de la ville d'Aix-les-Bains. Voilà. Et nous avons organisé pour l'Ordre de Malte France un concert caritatif. Oui. Pour financer un festival de ski qui est
en Savoie pour les enfants handicapés et qui souhaitent faire du fauteuil handi-ski dans la région. D'accord. Voilà. Donc c'est de là qui est venue ma mission pour l'Ordre de Malte. D'accord, voilà. Très très bien, super. Et donc on va bien sûr après approfondir cette association. Je me tourne donc de l'autre côté du bureau. On va demander à Christian qui se présente, qui nous dise qui il est et surtout comment tu es arrivé président de cette belle association La Ribambelle. Alors bonjour à nouveau. Donc moi je suis de profession expert comptable et commissaire aux comptes. D'accord, donc rien à voir au départ. Non, c'est plutôt dans la partie financière. Oui. Je suis à la Ribambelle parce que j'ai toujours entendu parler de la Ribambelle à la maison puisque mon père était administrateur avant moi. D'accord. Et à son décès, j'ai souhaité rejoindre l'association pour poursuivre la mission qu'il avait engagée. D'accord. Et s'occuper des enfants. D'accord. Et en tant que, bien sûr, bénévole, et alors, ça, on en reparlera tout à l'heure, parce que vraiment, vous êtes un groupe de bénévoles, quelques personnes dans le conseil d'administration qui donnent énormément de leur temps pour cette association. Ça, c'est vraiment superbe, je dirais même, c'est formidable. Et toi, Alexandra, alors, qui es-tu? Parce que tu as un beau parcours, hein. Quand on s'est vu, tu m'as dit, donc, enfin, je l'avais déjà vu auparavant, mais tu viens de loin. Alors, je viens du département voisin, puisque je vis à Annecy et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années sur Annecy, d'abord comme directrice à la protection judiciaire de la jeunesse. Oui. Puis à l'association Gaïa, j'ai dirigé des centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour adultes. Oui. Et puis je suis arrivée sur la pointe des pieds à la Ribambelle en 2018. Ah, tu es là depuis 2018, d'accord. Et donc, ta fonction? Et donc, je suis directrice de l'association. D'accord, d'une belle association et importante association, comme nous le verrons donc tout à l'heure. Eh bien, avant de rentrer maintenant dans le vif du sujet, je vous propose, chers auditeurs, donc une petite pause musicale et ensuite, donc, nous allons découvrir ces deux très belles associations. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac 92.1. Et bien maintenant, comme je vous l'avais promis tout à l'heure, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par l'Ordre de Malte. Aubin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette association au niveau de l'histoire tout d'abord? Alors, cette association a 900 ans. Oui. Elle a été plutôt l'association de l'Ordre souverain de Malte, qui est l'organisme international, a été créée durant les croisades. D'accord. Donc voilà. L'Ordre de Malte était en charge de tout ce qui était l'hospitalité des pèlerins. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec les Templiers alors? Pas du tout. D'accord. C'est une autre entité des croisades, mais c'est pas du tout la même chose. D'accord. L'Ordre de Malte, eux, s'occupaient de tout ce qui était accueil des pèlerins à Jérusalem. Oui. Donc quand ils avaient des bobos, des grosses blessures, ils s'occupaient d'eux, ils soignaient les blessés, tout ça. D'accord. Voilà. Et donc ça a été créé, je crois, par des moines soldats. Tout à fait. D'accord. Et alors pourquoi Malte, alors que tu me parles de Jérusalem? Parce que l'Ordre de Malte, tout au long de son histoire, a voyagé. Oui. Donc elle a commencé d'abord par Jérusalem. Oui. Puis après elle est partie à Rhodes. D'accord. Donc là ils ont pareil construit un hôpital. Ok. Et donc après ils sont partis à Malte, où là ils sont restés jusqu'à ce que Napoléon Bonaparte les chasse. Oui. Donc où ils avaient construit la ville de La Valette, un hôpital. Donc c'est un peu, quand on va à La Valette, oui, c'est Malte. D'accord. Tous les bâtiments, on voit souvent des croix de Malte là-bas. C'est un peu le lieu où Malte est resté le plus visible actuellement quand on veut connaître un peu l'histoire de Malte. Ok. Et alors pourquoi le siège de l'Ordre de Malte se trouve à Rome? Puisque dès qu'on est parti donc de Malte, on n'avait plus de lieu pour se réunir. Bien sûr. Et donc l'Église a accordé un lieu à Rome, qui est la Villa Magistrale. Oui. Donc depuis maintenant, le siège se trouve de l'Ordre international à Rome. D'accord. Et je crois que c'est en 1834 que le siège a été créé à Rome, je crois. Ça, à peu près. D'accord. Et alors, ce qui m'a quand même interpellé, c'est qu'en fait, vous avez aussi un siège aux Nations Unies. Un siège d'observation, oui. Ah, d'observation, consultatif, d'accord. C'est ça. Voilà. Mais quel est le rôle quand même donc, en tant que vous consultez, c'est sur la partie plutôt médicale ou non, d'une manière générale? Médicale, par exemple, on est souvent sur les
les fronts d'action. Là, on était donc pour l'Ukraine en aide aux Ukrainiens en appui. Oui. Là, on est en Turquie pour les Turcs suite au tremblement de terre. Oui. Et donc, on est une sorte d'appui, pas je dirais logistique, mais une sorte d'écoute au niveau international pour tout ce qui est solidarité au niveau du monde. D'accord. Et alors aussi, ce qui m'a aussi étonné, mais c'est que vous jouissez d'un droit d'extraterritorialité. Oui. Oui. C'est-à-dire, en fait, vous êtes indépendant. Vous êtes comme Monaco, un peu. Un petit peu, voilà. Oui. D'accord. Le bâtiment à Rome est considéré un peu comme c'est un micro-État. D'accord. Voilà. Ok. Et alors, vous êtes présent dans combien de pays ? 120 pays à peu près dans le monde. Oui, c'est que... Donc, il y a une grosse partie des pays. Donc, on a beaucoup de liens avec beaucoup de pays dans le monde, ce qui permet d'avoir une bonne communication entre nous. Bien sûr. Et alors, par contre, l'emblème, je crois que c'est je suis même certain, c'est une croix blanche sur fond rouge. Tout à fait. Ça, c'est l'emblème donc de l'ordre souverain. Oui. Qui est l'identique réplique du drapeau de la Savoie. Ben voilà. Voilà. Et alors, il y a une raison ? Il y a une raison. Il y a des versions multiples, mais ce qu'on sait, c'est que comme Malte et la Savoie ont participé tous les deux à la bataille de Lépante, oui. On se demande si c'est pas à cette époque-là que l'emblème a été, entre guillemets, partagé mutuellement. D'accord. Et alors, quels sont les objectifs de cette association, l'Ordre de Malte ? Donc, les objectifs, c'est donc aider les autres. Oui. Dans la partie solidarité aux sans-abri, aux réfugiés, aux personnes en difficulté, les personnes âgées. Nous, aussi au niveau plus France, nous avons aussi une partie où on a de l'autisme. Oui. On a une maison pour autistes à Salanches. D'accord. Voilà. Donc tout ce qui est l'aide aux autres. Ok, mais vous avez aussi d'autres objectifs, comme le secourisme, je crois. Tout à fait. Une petite partie qui est faite au niveau national par rapport à d'autres organismes comme la Croix-Rouge, mais nous avons une partie aussi secourisme, formation du secourisme, où nous participons à des postes de secours dans toute la France. Ok, et il y a aussi un objectif médical. Oui. D'accord. Alors, qu'en est-il donc au niveau médical ? Alors, médical, comme je le disais, on a une partie donc autisme sur la France. Oui. Une autre partie donc qui est plus maison de retraite aussi, donc on a des maisons de retraite et aussi des maternités, mais plus dans les anciens pays francophones d'Afrique. Ok, vous avez des maternités donc dans ces pays et vous avez un quatrième. Oui. Et donc nous formons les gens sur place, les médecins aux techniques actuelles pour qu'ils puissent être opérationnels le plus rapidement possible chez eux. D'accord. Et vous avez un dernier objectif qui est l'international. Par exemple, quand vous allez donc là en Turquie, en Syrie, donc là c'est vraiment des actions internationales, si j'ai bien compris. Tout à fait. D'accord. Et vous avez donc créé bien sûr des hôpitaux, des dispensaires, un petit peu dans le monde entier. Et alors, si on vient maintenant à la France, donc l'ordre a été créé en quelle année ? Alors l'association française a été créée en 1927. Oui. Donc parce qu'elle est rattachée à la loi 1901, comme toutes les associations en France. Oui. Et donc elle s'occupe de tout ce qui est la partie solidarité en France. Ok. Alors, c'est une association caritative catholique. Oui. Oui. Mais tout le monde peut rentrer à l'Ordre de Malte s'il souhaite s'impliquer dans l'association. D'accord. Oui, il n'y a pas de distinction ni d'origine, ni d'âge, ni de religion. Tout à fait. Ok. Et en France, combien de bénévoles ? Je crois j'avais noté 12 900, enfin 13 000 environ. Et surtout, ce qui m'avait surpris, c'est qu'il y avait aussi 2000 salariés. Oui, puisque comme je disais, nous avons donc les fameuses maisons de retraite et tous les bâtiments médico-sociaux de l'Ordre de Malte. Oui. Et c'est là où on a la plus grosse partie des salariés qui travaillent dedans. Parfait, d'accord. Et alors, les bénévoles, c'est plus compliqué pour eux de... Bien sûr. Oui, parce qu'on va le voir. Donc les bénévoles, c'est différent, disons, des chevaliers, mais on va en reparler tout à l'heure. Et alors, comment en France, l'Ordre de Malte est organisé ? Alors, c'est une association nationale. Oui. Nous avons un conseil d'administration au niveau national. Oui. Avec un président, un trésorier, un secrétaire. D'accord. Et dans chaque département, nous avons un délégué qui est nommé par le siège pour un mandat. Oui. Et donc, c'est lui qui est censé animer les équipes de ses bénévoles dans son département. Et en termes de délégation, il y en a combien en France ? Une centaine de délégations. Ah oui, quand même. D'accord. Et alors... En comptant les Outre-mer. Bien sûr, oui, ce qui est déjà pas mal. Oui. Et le délégué, si j'ai bien compris, il a tout pouvoir sur son département. Parce qu'il a une délégation de représentation du président au niveau de son département. Oui.
vu que nous n'avons pas de président par département, oui. Nous représentons le président national au niveau de notre département pour toutes les missions qui sont gérées au niveau du département. Et alors ça veut dire quoi, donc tout pouvoir? Donc bien sûr, tu as le chéquier, ça c'est sûr. Tu as le contact bien sûr avec les autorités, le préfet, les maires, etc. Tout à fait. D'accord. Et alors comment on a à la fois trésorier, président, secrétaire, mais on essaye après de déléguer les tâches qu'on a le droit aux bénévoles. Bien sûr. Et comment toi tu es devenu délégué? Alors comment devient-on délégué, je dirais? Il faut déjà être bénévole, je pense. C'est ça, tout à fait. Être un bénévole qui a envie de s'investir un peu plus dans l'association. Oui. Et c'est souvent quand son prédécesseur souhaite passer la main. Bien sûr. Le prédécesseur souvent propose un nom d'un bénévole motivé au siège et le siège, après analyse le dossier et dit voilà, ça fait depuis tel nombre d'années qu'il est bénévole, il a géré telles actions dans notre département, ce serait bien de le nommer après délégué pour un certain temps. D'accord, mais je pense quand même qu'il y a une démarche administrative assez importante. Hein. Oui, parce qu'il vérifie à la fois toutes nos données personnelles pour avoir une certitude du choix de la personne qui les représente au niveau national. Je crois que tu as 3 CV, donc tu m'avais dit en préparant l'émission. Il y a un CV associatif, oui, un CV professionnel, oui, et une partie sur sa vie familiale pour savoir se marier, des enfants, parce que des fois, moi je vois par exemple l'exemple, quand on est marié, on sait que ça prend du temps, donc il faut que le conjoint soit aussi conscient de l'engagement bénévole qu'il y a derrière. Bien sûr, et en plus donc bien sûr un casier judiciaire. Ce qui est mieux. Voilà, tout à fait. Et alors, au niveau de ta délégation, vous êtes combien de bénévoles Alors on est une petite vingtaine de bénévoles sur Chambéry-Aix-les-Bains surtout. Oui. Voilà. Une petite équipe sur Aix-les-Bains en particulier de 12 personnes qui s'occupent des maraudes aux sans-abri le week-end. Oui. Alors la maraude, c'est quoi exactement? Alors la maraude, donc nous avons un véhicule que nous avons eu en don des pompiers. Oui. Que nous utilisons pour circuler dans les rues et aller à la rencontre des sans-abri dans la rue. Oui. Et de ce fait, quand on les rencontre, on leur distribue des denrées alimentaires, du café, on les écoute, on leur parle, on leur donne des couvertures quand on a des couvertures en don. Bien sûr. Voilà. Et alors, ces denrées alimentaires, elles proviennent d'où? Des dons des gens. Oui. Ou si on n'a pas assez, on voit aussi avec la banque alimentaire. Ah oui, je dirais pas vous dépendez, mais vous pouvez demander à la banque alimentaire. Un partenariat pour pouvoir être réapprovisionné en cas de besoin. D'accord. Et alors, la maraude, elle a lieu toute l'année ou juste les mois d'hiver? Toute l'année. Toute l'année. Toute l'année. Donc pour l'instant, nous sommes souvent le samedi et le dimanche. Oui. Mais nous allons aussi essayer de voir pour nous développer aussi la semaine. Parce que comme les sans-abri des fois bougent, on s'est rendu compte que des fois le week-end ils sont plus vraiment sur place. Donc on va essayer de revenir la semaine pour essayer de retrouver les zones, savoir où ils sont et les aider au mieux du possible. D'accord. Et par contre, les grandes actions, elles, n'ont lieu que de novembre à mars, je crois. Alors la maraude, souvent c'est pour la période hivernale. Bien sûr. Mais comme maintenant il n'y a plus de trêve hivernale, on essaie de la maintenir toute l'année parce qu'on sait qu'il y aura toujours des gens dans la rue, des gens qui auront besoin, donc on préfère la maintenir, quitte à faire une maraude plus petite l'été, mais au moins on soit présent sur le secteur. D'accord. Et sur le territoire, au moins la personne sait qu'on est là, donc même si c'est petit, au moins ils savent qu'on va passer, donc ils ont au moins une visite de quelqu'un. D'accord. Et quelles sont les autres actions que vous menez sur la Savoie? Alors on fait des collectes alimentaires. Oui. Donc là, on va faire donc un partenariat comme toutes les années avec les écoles d'Aix-les-Bains catholiques, donc le Saint-Joseph et je sais plus. Oh, c'est pas grave. Donc avec des écoles catholiques. Donc ils ont dû lancer ça cette semaine parce que j'ai vu ça avec eux pour voir avec les enfants pour qu'ils collectent durant. C'est là aussi, c'est la partie catholique, la période de carême. Bien sûr. Des denrées alimentaires à disposition de nos sans-abri à partir d'avril. D'accord. Et vous faites aussi une quête contre la lèpre? Tout à fait, parce qu'il existe encore en Afrique de la lèpre. Oui. Et donc on fait une quête tous les ans au mois de janvier pour la lèpre pour financer du matériel pour lutter contre la lèpre. D'accord. Par contre, au niveau de la Savoie, vous n'avez pas l'activité ou l'objectif secourisme? Non, pour l'instant, non. On n'a pas l'objectif de monter du secourisme. Oui. Sachant que l'unité de secourisme la plus proche pour la région, c'est Lyon. D'accord. Où il y a une belle unité de secouriste à Lyon. Et alors, par contre, pour devenir bénévole, il faut, j'ai remarqué, il y a un engagement quand même, il y a une charte à signer. Oui, parce que un bénévole à Malte ne paye pas de cotisation mensuelle. Ok. Donc on a mis en place, plutôt le siège a mis en place une charte pour un peu signer un engagement écrit du bénévole pour pas que le bénévole vienne pas. Bien sûr. Donc c'est pour ça fédère un peu le bénévole et le bénévole sait où il s'engage dans une association. Mm-hmm. Dans toutes les associations, moi j'en fais
partie de plusieurs, on paye une cotisation, donc on sait qu'on s'engage dedans. Tout à fait. C'est vrai que quand il n'y a pas de cotisation, on aurait tendance à vouloir plus bouger et pas venir souvent s'engager, alors que là, avec cet engagement, c'est que on a signé la charte, on a la carte de bénévole, donc on sait qu'on fait partie de l'association Ordre de Malte France. D'accord. Et alors, comment on évolue donc dans l'Ordre de Malte? Donc, on est bénévole, on est donc comme toi, donc responsable. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? L'Ordre de Malte donc a plusieurs entités. Oui. Donc, comme je disais, il y a donc l'Ordre de Malte France, qui est l'association caritative. Oui. En France, on a aussi l'association française. Oui. Qui est une association qui regroupe la partie des chevaliers membres de l'ordre. Les chevaliers membres de l'ordre. Alors c'est quoi ça? C'est des membres qui sont là depuis très longtemps, oui, qui sont engagés depuis des années à l'ordre et qui veulent s'engager plus au niveau religieux. Okay. Un engagement plus fort en disant je m'engage, j'ai envie d'être à Malte, j'ai envie d'aider Malte, j'ai envie d'aider mon prochain, donc je m'engage plus dans l'association. D'accord. Et alors comment on devient ce chevalier? Alors ça, on nous demande de le devenir. D'accord. C'est pas nous qui disons bah tiens maintenant j'ai envie, je vais l'être. Oui. C'est un long processus qui peut durer plusieurs années. Faut aller à Lourdes avec le pèlerinage. Ah oui, alors raconte-moi quand même parce que ça c'est vraiment particulier, c'est très fort en fait. Alors le pèlerinage à Lourdes, c'est 5 jours au mois de mai. Oui. Où on emmène des malades en pèlerinage. Oui. Et on est toutes les associations nationales de chaque pays de l'ordre souverain de Malte qui se retrouvent pendant le même week-end. D'accord. Pour emmener les malades en pèlerinage, s'occuper d'eux. On est autonome du début à la fin. Ok. Puisque on a chaque entre guillemets bénévole qui viennent à Lourdes, ils ont des postes définis, donc chacun a sa tâche, c'est que lui il doit s'occuper d'emmener le malade au sanctuaire, de le mettre, lui donner à manger. Donc c'est vraiment un microcosme pendant 5 jours. Et là, vous devez être en costume, je crois. On a une tenue parce qu'on a une tenue de travail. Oui. Comme ça nous permet quand on porte cette tenue, on se dit en service. Oui. Donc si un responsable d'activité de service a besoin de notre aide, il sait que comme on est en tenue, on est censé être en engagement, donc d'aider les malades pendant le pèlerinage. D'accord. Et alors, tu peux devenir donc chevalier lorsque tu as fait, je crois, 5 pèlerinages. Minimum. Minimum. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est le minimum. Et à partir de là, tu peux devenir chevalier. C'est ça, mais comme je dis, ça peut être un long processus et c'est en fonction de l'engagement, et tout plein d'autres critères que je n'ai pas tout en ma possession actuellement. Mais je crois que c'est quand même un de tes objectifs, hein. Un jour, pourquoi pas. Oui. Pour l'instant, c'est délégué, c'est déjà pas mal. Voilà. Ce qui est déjà pas mal, tout à fait. Et alors, quelles sont vos subventions? Bon, je pense que c'est une association qui est très riche au niveau mondial, mais vous, au niveau local? Nous, là, donc, au niveau de la Savoie, on a une subvention municipale. Oui, bien sûr. Voilà. Qui nous permet de financer tout ce qui est l'entretien du véhicule, la nourriture, tous les frais qui engendrent pour une association comme une autre. D'accord. D'accord. Après, il y a des subventions, je pense, peut-être départementales. Faut faire les demandes après. D'accord. Et vous, alors, par contre, aussi, ce qui m'a étonné, mais positivement, c'est que vous êtes rattaché au ministère de l'Intérieur. C'est ça, c'est comme on a la partie secourisme. Oui, oui. C'est pour ça qu'on est rattaché au ministère de l'Intérieur, parce qu'on a au niveau secourisme, il y a des agréments. Oui. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui donne ces fameux agréments. Ok. Et alors, tu me disais aussi que vous avez une AG, donc une assemblée générale, au mois de juin. Une fois. Et là, donc le délégué, il va bien entendu, et il y a un bénévole associé aussi qui vient avec toi. Puisque vu qu'on est une association assez importante, oui, pour essayer qu'on ait un panel le plus important de bénévoles. Pour monter à l'Assemblée Générale, le délégué monte accompagné d'un bénévole représentant les autres bénévoles pour qu'on soit un quorum plus important pour pouvoir voter nos présidents, nos trésoriers nationaux et toutes les instances nationales. Et en plus, pour pouvoir parler du terrain... c'est ça, tout à fait. Là aussi, c'est important, bien sûr. Et comment vous faites connaître alors? Alors, donc, on a un site internet. Oui, bien sûr. On a une page Facebook. Oui. On fait les forums des associations comme Tutti Frutti, je crois. Tout à fait. Okay. On était présents. Et après, c'est aussi du bouche à oreille. Voilà, ou Radio Grand Lac, bien sûr. Voilà, faut pas l'oublier. Et alors maintenant, dernière question, mais importante. Comment, si on veut être bénévole, qui contacte-t-on ou comment fait-on? Donc, soit par la page Facebook, vous envoyez un message sur Messenger sur la page Facebook, soit sur le mail de la délégation.
Oui. Ou après, vous pouvez aussi appeler moi-même le délégué pour prendre un contact et connaître les éléments que vous avez besoin pour vouloir devenir bénévole. D'accord. Eh ben, je crois qu'on a bien fait le tour. Oui. Rapidement, hein, parce que en fait, on aurait des heures et des heures, disons, pour parler de cette association. Eh bien, chers auditeurs, avant bien sûr de parler de notre deuxième association, de nos deux autres invités, avec l'association La Ribambelle, je vous propose une deuxième petite pause musicale. À tout de suite. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92.1 dans votre émission Place aux associations. Après avoir découvert l'Ordre de Malte, nous allons maintenant faire connaissance de la deuxième association, La Ribambelle. Pierre, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Elle a été créée en quelle année? Alors, j'en sais rien du tout. Bon, ça commence bien. Mais je vais te le dire alors, parce que j'ai quand même préparé aussi. En fait, en 1950. Hein. D'accord. C'était un aérium. Voilà. Et après, ça a été transformé en association pour accueillir les enfants. Oui. Qui sont... comment ça s'appelle qui ont des troubles du comportement. Voilà. C'est ça. Voilà, qui ont des troubles du comportement. En fait, si je me rappelle bien ce qu'on s'était dit quand on l'a préparé, ça a été créé au Moncel, hein, donc après un aérium qui était pour donc des femmes, des petites filles. Voilà, des petites filles qui malheureusement étaient atteintes de la tuberculose. Oui. Donc c'était une convalescence en fait. Hein, c'est bien ça. Et alors par contre, j'avais donc noté que l'aérium avait fermé en 1970 et que en 2004, donc vous avez pris le nom de La Ribambelle. C'est bien ça, c'est bon. Donc je me suis pas trompé dans mon historique. Alors donc l'objectif, Alexandra, ou les objectifs, c'est quoi donc de La Ribambelle? Alors la Ribambelle est un établissement médico-social donc, qui est autorisé, financé, contrôlé par l'Agence régionale de santé. Bien. Et nous accueillons des enfants de 0 à 20 ans. Ah oui. Oui. D'accord. Qui sont notifiés par la maison départementale des personnes handicapées pour des troubles du comportement, à savoir que ce sont des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, qui ont des problèmes, des difficultés scolaires, d'apprentissage et de comportement, et qui nous sont adressés pour les accompagner dans leur évolution. D'accord. Par contre, ce que j'avais noté, c'est que ce ne sont pas des enfants déficients intellectuellement, donc ça c'est très important, mais qui pourtant ont des difficultés psychologiques, voilà, qui perturbent leur apprentissage de la vie quotidienne et scolaire. Oui. C'est bien ça, hein? Oui, nous sommes un dispositif thérapeutique, éducatif et pédagogique, voilà. Qui n'est donc pas un institut médico-éducatif qui, lui, accueille des enfants qui ont une déficience intellectuelle de degré variable. Les enfants qui sont adressés en ITEP sont... normalement, on fait l'objet d'une évaluation en amont et non pas de déficience intellectuelle. D'accord. Alors, l'ITEP, c'est quoi exactement? Institut thérapeutique, éducatif, pédagogique. D'accord, ok. Et alors, vous avez combien d'établissements? Alors, on est une association mono-établissement, mais nous avons 3 services, 3 sites pour fonctionner. Un au Moncel, où on accueille les enfants. Plutôt les jeunes, hein, je crois. Les jeunes, oui. Alors, je vous ai dit 0-20, mais dans les faits, les plus jeunes ont 5-6 ans, 6 ans. Oui, bien sûr. Donc, on accueille les jeunes en âge d'école primaire, puisqu'on bénéficie d'une école sur le site du Moncel. Et sur le bassin aixois, nous avons un service ambulatoire et un service pour adolescents. D'accord. Alors, ce sont des internats ou des externats ou peut-être les deux? Alors, le service enfant, le service ado sont des hébergements. Et le service ambulatoire fait de l'accueil ambulatoire, on dit aussi en milieu ouvert. D'accord. Et la particularité de notre établissement, c'est qu'on fonctionne en dispositif. On l'appelle aujourd'hui DITEP. Parce qu'on assure trois modalités d'accompagnement qui permettent d'accompagner l'enfant, enfin de nous adapter au projet, aux besoins de l'enfant. Donc l'accueil ambulatoire, encore une fois, où le professionnel intervient sur le lieu de vie de l'enfant, que ce soit l'établissement scolaire ou le domicile, ou le club sportif.
ou le conservatoire, voilà. Voilà, oui, parce que ce que j'avais remarqué, c'est qu'ils ont plein d'activités, aussi bien scolaires, comme tu disais, physiques. Oui. Donc ils font des sports adaptés comme le ski, vélo, même je crois que du rugby. Oui. C'est ce que ça m'avait énormément frappé, mais très positivement, et aussi culturel. Oui. Voilà, visite de musées, voilà. Oui, l'objectif, c'est de les aider à grandir et de leur apporter un étayage à la fois sportif qui leur permet de se construire physiquement et puis aussi d'apprendre plein de choses. Enfin, bien sûr. À travers le sport est un formidable média. Et puis, on essaie de leur donner accès à la culture, qu'elle soit musicale, que ce soit les musées, la découverte de leur environnement. Enfin, bien sûr. Et l'accompagnement est personnalisé. Oui. Ça, c'est important. Oui. Chaque enfant a un projet bien spécifique. Je vous disais, on fait de l'accueil ambulatoire ou de l'accueil de jour, c'est-à-dire sur site à la journée, ou de l'hébergement en fonction de leurs besoins, de la distance géographique, de plusieurs paramètres. D'accord. Et il y a combien d'enfants alors donc dans les 3 centres ? On a une capacité de quasiment 100 jeunes. Ah, quand même. Autorisés. Oui. Après, on a 42 places d'hébergement. Oui. Et dans les faits, elles sont presque toutes occupées. Une 30aine de jeunes en accueil de jour, mais pas en même temps. Voilà. Et puis, et sur le service ambulatoire, on a 26 places. Mais pareil, c'est des jeunes qui sont pas vus tous les jours, pas sur le site. D'accord. Et alors, donc, combien de personnes qui s'occupent de tous ces enfants ? Parce que par rapport même à 100 enfants ou même un peu moins, ça doit en faire du personnel. On a 71 salariés qui équivalent à 55 temps plein. Ok. Et alors, quel style de salariés ? Éducatif, thérapeutique et pédagogique, donc des enseignants, des éducateurs, moniteurs éducateurs, une assistante sociale, enfin travailleurs sociaux, et puis des thérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, psychologues, voilà. Avant, il y avait des pédopsychiatres dans les ITEP, mais bon, voilà. Ouais, voilà. Il y en a plus. Donc tu gères tout ça ? Oui. Eh ben, dis donc, bon courage. Bravo, surtout. Avec des professionnels très investis. Bien sûr, certainement, oui, c'est obligé. Et les enfants, donc, qui vont à l'école, ils vont à l'école qu'à la Ribambelle ou ils vont aussi à l'école en externe ? Non, on est dans une politique d'inclusion, d'école inclusive. Oui. Et encore une fois, chaque enfant a son projet. Oui. Donc certains, je vous ai dit une école primaire au Moncel, on a une unité d'enseignement au collège du Revard, avec on a une convention où nous disposons de 3 salles de classe avec d'autres personnels. Oui. Donc les enfants vont en cours la journée au collège du Revard et certains ont des matières dans le collège avec les enseignants du collège. Oui. Et puis on a des enfants, des adolescents, des enfants qui sont scolarisés dans les établissements ordinaires. D'accord. Mais ils sont quand même donc suivis. Alors, bien sûr, à l'école, ils sont donc avec les professeurs ou les enseignants du collège. Et après, donc, ils reviennent donc soit le soir pour. Soit ils rentrent chez eux, soit quand ils sont en hébergement, ils sont accueillis par les éducateurs. Et après, ils ont le rythme, le goûter, la douche, le jeu, la veillée. D'accord. Et alors, par contre, c'est ouvert que du lundi au vendredi, hein ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font le samedi, dimanche ? Tous n'ont peut-être pas de famille ? Ils rentrent chez eux, ou alors, pour ceux qui sont placés, ils rentrent sur leur lieu de placement. D'accord. Dans leur maison d'enfants ou leur famille d'accueil. D'accord. Oui, c'est pas toujours évident, c'est sûr, hein, ça c'est clair. Et alors, pendant la période Covid, ça n'a pas dû être facile alors à gérer ? On a été un peu surpris, sidérés, comme tout le monde. Oui. On a fermé pendant... Alors, contrairement aux maisons d'enfants, on a fermé 6 semaines. Voilà. L'ARS nous a demandé de fermer l'établissement. Et puis, petit à petit, on a mis en place un accompagnement à distance, donc avec un envoi de cours, des échanges téléphoniques avec les familles. D'accord. Puis petit à petit, quand on a pu sortir, les éducateurs se sont rendus ou les enseignants
sur le lieu de domicile de l'enfant. Et puis quand on a pu faire des sorties extérieures, voilà, petit à petit, on a mis en place des choses comme ça en fonction du cadre réglementaire. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais les professionnels se sont très bien adaptés et ont vraiment bien joué le jeu, ce qui n'était pas évident. Bien sûr. Et au niveau de vos salariés, c'est dur à en trouver. Comme malheureusement aujourd'hui dans beaucoup d'endroits on dit qu'on a du mal à trouver du personnel. Est-ce que c'est le même cas ou non? Les gens, disons, se portent, volontaires ou acceptent facilement de venir travailler à la Ribambelle? Alors on a eu une période un peu tendue sur la rentrée scolaire. Là aujourd'hui, tous les postes sont pourvus. Oui. Donc on n'est pas en difficulté effectivement par rapport à d'autres établissements, mais qui sont ouverts 365 jours l'année. Et oui, voilà. Bien sûr. Je pense que c'est important pour les rythmes de vie personnels. Bien sûr. Par contre, on a des difficultés de recrutement sur il nous manque une orthophoniste. Alors je dis pas de poste vacances, il nous manque une orthophoniste. D'accord. Et puis voilà, plus de médecins psychiatres, mais ça. Bien sûr, oui, c'est de plus en plus difficile. On est bien d'accord. Nationale. Ouais. Et alors, les projets, Pierre, quels sont les projets donc de la Ribambelle? Parce qu'il y en a. On a toujours des projets dans une association. Exactement. Donc, le projet le plus important, c'est celui de reconstruire le site de la Ribambelle. Oui, de Moncel, oui. Il a vécu, quoi. Donc, oui. On s'est engagé dans un processus de démolition-reconstruction. D'accord. On a une réunion prochaine avec l'ARS, puisque c'est eux qui nous financent. Nous, on a une association qui réalise une mission d'État, en fait. Le prolongement des missions publiques. Bien sûr. Et voilà, donc on va construire le projet avec les équipes au niveau de la définition des bâtiments, et puis son financement, on va rechercher en appui avec l'ARS. D'accord. Sachant que sur Aix, là, n'est pas ancien, il est de 2018, si mes souvenirs sont bons. Non, le pôle ado a été reconstruit récemment, et on en a pris livraison, c'était en mars 2021. Voilà. D'accord, je l'ai visité l'autre jour, il est incroyable. Il est très très bien conçu sur 2, même 3 étages, avec des couleurs adaptées selon si c'est des activités, l'enseignement, dortoir, etc. C'est vraiment génial, et je pense que, disons, les profs et bien sûr les élèves, là je dirais les élèves doivent être ravis et on se sent bien, c'est chaleureux, ça c'est clair, tout à fait. C'est un site qui est bien situé pour les adolescents parce que c'est proche de la ville. Et oui. Donc par rapport à leur fonctionnement au quotidien, c'est une bonne chose, ça. Oui. Tant pour les activités scolaires que sportives, culturelles, tout à fait. Tout à fait. Et alors, quels sont vos partenaires alors? Nous, en fait, comme je le disais, on est financé par l'État via l'Agence régionale de santé, délégation de la Savoie, qui distribue les financements. D'accord. Le département, la mairie, un peu? Non, du tout. C'est vraiment l'ARS. Alors que la mairie d'Aix-les-Bains nous a aidés, puisque dans le cadre de la construction pôle ado, ils se sont portés caution, ce qui a évité ça nous a permis de gagner des frais d'hypothèque demandés par le banquier. D'accord. Donc la mairie d'Aix-les-Bains a toujours été partie prenante à la Ribambelle, puisque tous les présidents qui m'ont précédé, Gaston Paravi et Renaud Bérétis, ce sont tous des élus. D'accord, voilà. Oui, donc ça aide, c'est normal, c'est tout à fait logique. Alors moi, je voulais mettre quand même un point d'honneur à mettre en évidence les quelques bénévoles, parce que donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont des salariés, 70 salariés environ, mais par contre, il y a quand même 8 bénévoles. Donc on a, notre association, elle n'est pas ouverte pour la réalisation d'un objectif. Nous, bien sûr. Donc en fait, les bénévoles, on est 8, il y a 8 administrateurs, ce sont des gens qui sont intéressés par le projet. Oui. Et donc on travaille ensemble tout le temps. Le bureau, on a eu un bureau ce matin, tous les administrateurs sont invités et on fait vraiment une construction collégiale du projet. D'accord. Et on essaye de répondre aux besoins du moment qui sont amenés par notre directrice. Oui. Et voilà, on évolue en commun. C'est ce qui est intéressant dans cette association, c'est de travailler en commun. Ah, génial. Pour le bien des gamins, quoi. Oui, ça c'est énorme. Et en plus, donc, vous assurez le fonctionnement, bien sûr, la gouvernance. Voilà. Et vous avez les responsabilités, vous y passez du temps, parce qu'il y a un certain nombre de responsabilités. La directrice est là, mais il y a aussi ce conseil d'administration composé de 8 personnes. C'est ça. C'est ça. Après, le temps qu'on passe, vous savez, comme on est... Bon, voilà, je veux dire, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Oui. Donc, les rouages fonctionnent bien. Après, on passe au fil de l'eau. C'est pas
si important que ça. C'est vrai que si on s'amusait à additionner, ça fait du temps. Bien sûr. C'est pas pour ça qu'on fait ça. Oui, non, mais tout à fait. Oui, mais je voulais quand même vraiment mettre en évidence que ces 8 bénévoles prennent de leur temps, entre guillemets, pour, disons, donc, aider cette association qui a besoin d'être animée en permanence. Oui, et puis je pense qu'on est content de se retrouver aussi. Chaque réunion de bureau, on est content d'apporter une petite pierre, chacun une petite pierre à l'édifice, comme on dit. Génial, ça c'est superbe. Et alors, ce qui m'avait marqué aussi, en aparté, c'est que vous êtes en partenaire, alors je ne sais pas si le terme est judicieux, avec Lorée Dubois. Alexandra, tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, ça fait partie. Pour moi, ce sont des petites perles, des projets construits par les éducateurs, les professionnels et relayés par leur chef de service. Oui. Donc effectivement, on a un partenariat avec cette maison de retraite et tous les mardis après-midi, ou en tout cas régulièrement, les enfants se rendent avec leurs éducateurs sur la maison de retraite et jouent pendant 2 heures avec les personnes âgées. Oui, ça c'est génial. Et c'est vraiment très mignon. Oui, et en plus c'est avec l'association Ludothèque, que je connais bien puisque nous l'avons reçue il y a quelques mois dans cette émission, et qui est très dynamique. Et à cause de vous, normalement le mardi, il devait aller à l'association à l'unisson, et donc on a perdu Ludothèque pour vous, mais c'est pour moi, disons, c'est un plus pour Lorée Dubois, et bien entendu ces enfants qui, disons, font l'émerveillement des anciens, et réciproquement en fait. Ça c'est vraiment superbe, bravo encore. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur votre belle association que j'ai oublié? Oui, moi je voulais dans les professionnels, j'ai cité les travailleurs sociaux et les thérapeutes et les enseignants, mais Christian parlait de collégialité. C'est vrai que pour que l'association fonctionne, alors il faut que la gouvernance, c'est-à-dire le bureau et la direction, fonctionne bien. Moi-même, j'ai besoin d'avoir des cadres sur lesquels m'appuyer. Et puis, dans les équipes, il y a vraiment, donc effectivement, le soin, le pédagogique et l'éducatif au service des enfants, mais il y a aussi toute la partie logistique, que ce soit l'agent d'entretien, les cuisiniers. Et la cuisine, alors, qui la fait? Donc, ce sont des cuisiniers internes à la Ribambelle? Oui. Nous avons une cuisine centrale au Moncel et on transporte les repas en liaison chaude et froide sur Aix-les-Bains pour les ados. D'accord. Et nous avons une très belle qualité de restauration. D'accord. Bien. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Merci. Bien. Merci. Nous arrivons à la fin de notre émission. Place aux associations. Encore merci à vous, mes 3 invités, Alexandra, Christian et Aubin, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Chers auditeurs, si vous souhaitez nous réécouter, vous pouvez nous retrouver sur Radio Grand Lac YouTube d'ici quelques jours. Prochaine émission, le mardi 28 mars prochain, dans un mois. Toujours de 13h à 14h en direct, avec 2 autres et belles associations locales. La première, Enfance 73, qui nous reparlera de rêves de gosse. Et la deuxième, une émission que je viens de découvrir grâce à ma directrice d'antenne, ou à ma présidente même, qui est Bivouac et moi. Et donc, avant par contre de rendre l'antenne, je souhaiterais vous passer un petit message d'un futur partenaire de Radio Grand Lac. En effet, le nouveau restaurant Grillé Sport, le Daytona, qui est situé à l'entrée d'Aix-les-Bains, quand vous venez de Chambéry par la route du Haut, et qui propose dans sa carte gourmande des burgers, des viandes, etc., mais surtout des événements sportifs et festifs. En effet, le 8 mars prochain, lors de la journée d'action de sensibilisation dédiée à la lutte pour le droit des femmes, l'égalité et la justice, l'ensemble du staff du Daytona Sport Bar a décidé de mettre en valeur la journée et même la semaine, et la couleur officielle de cette journée sera le violet. Et le grill vous proposera des burgers de la dite couleur pour chaque burger violet vendu. Mais le plus important, et c'est pour ça que j'en viens, c'est qu'une somme de 2 € sera reversée à l'association Femmes d'Exception, qui est présidée par Valérie Tullier sur Aix-les-Bains. Très très belle initiative. Chers auditeurs, surtout restez bien branchés sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale, qui vous propose ce soir, de 17h à 18h, l'émission 1 heure, une commune Saint-Ours, et de 18h15 à 18h45, une nouvelle émission présentée par Jérôme, l'économie autrement.
bonne journée sur Radio Grand Lac, 92.1 ou radiograndlac.com. Merci pour votre écoute. À bientôt.